Bonjour Daniel. Bonjour, Vincent, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ouais. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. On te reçoit aujourd'hui pour le deuxième épisode de nos podcasts Le Goût du Beau, produit par Liseré Rouge. Donc voilà, le concept du Goût du Beau, c'est de recevoir tous ceux qui aiment le beau et qui y contribuent, en particulier dans la mode, et tu en fais partie. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent sur Instagram, puisque c'est grâce à vous qu'on peut avancer sur plein de projets très sympas. Donc merci infiniment, et voilà, je compte sur votre bienveillance, puisque c'est nos premiers épisodes, donc ce sera pas parfait, mais voilà, on va faire de votre mieux pour que vous passiez un bon moment avec nous. Et si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. Daniel, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle notamment de ton parcours, peut-être de ton lien avec les États-Unis, de ta marque, aussi de la vie d'un créateur et de la mode en général, si ça te va. Parfait, let's Super. go. Allez, c'est parti. Je te laisse te présenter et puis Oui, après on avancera. du coup, alors moi, Danielle Cole, je viens des États-Unis, donc de Minnesota d'origine. Alors, je suis arrivée en France pour faire mes études universitaires il y a 13 ans maintenant. Ça a passé très vite pour le coup. Un peu le cliché, mais j'ai été séduite par la ville Paris. Et par la culture française. Donc, j'ai souhaité rester à la fois pour faire mes 4 années d'études dans le modélisme et le stylisme. Finalement, après mes études, j'ai souhaité vraiment rester sur le côté stylisme parce que je trouvais que c'était là-dedans où on avait un peu plus le côté expression créative. Parce que du coup, évidemment, il y a le dessin, il y a la direction, la recherche de matière, la recherche des gammes de couleurs. Et on en parlera un peu de tout ça après. Et du coup, j'ai adoré en fait d'être dans un univers en France que je connaissais pas. Donc c'était vraiment une découverte totale. Je suis quelqu'un de curieuse, d'optimiste aussi. Donc je pense que ces deux choses-là ont vraiment réuni pour faire que je me suis complètement épanouie à Paris dans la découverte de culture, d'apprentissage d'une langue, des nouvelles personnes. Des Français sont assez difficiles quand même à rencontrer, à les connaître vraiment. Donc c'était un challenge aussi. Donc, tout ça, mis bout à bout, je me suis fait mon propre petit chez moi et je me sens vraiment bien en France. Et puis évidemment couplé avec, c'est la capitale de la haute couture historiquement. Comment ça s'était fait la sélection de la France? Alors, je pense que j'ai toujours eu une petite attirance pour la France. Quand j'étais petite, j'étais dans une école qui s'appelle Waldorf. Donc, c'est comme un peu l'esprit Montessori, mais du coup, sur plusieurs années. Donc, en anglais, du coup, j'étais en kindergarten jusqu'au 8th grade. Donc, c'est juste avant toute l'école avant le lycée. Et du coup, c'est une éducation 360. Donc, on avait dès une jeune âge des langues. Alors, oui, j'ai pris des cours de français, mais c'était vraiment apprendre à compter, apprendre des petits mots. Mais clairement, en sortant de là, je parlais pas du tout. Mais ça m'a déjà un peu introduit à le notion d'une autre langue et le notion d'une autre culture en dehors des États-Unis. Et du coup, je pense que c'était cette idée-là, ça m'a toujours resté un peu dans le cerveau en me disant j'aimerais bien apprendre plus de cette langue-là. Et après, au lycée, du coup, j'ai continué de avancer, on va dire, sur mes études de français. Mais encore une fois, c'est vraiment le français grammaire du bouquin. C'est pas du tout le français quand on arrive ici. Donc, j'ai fait 3 années au lycée de français. Et quand je suis arrivée, donc j'ai été diplômée, entre guillemets, après le lycée. Et je suis partie directement après en France. Donc, c'était juste après mes 19 ans. Je quittais chez mes parents, je suis arrivée, j'avais jamais été en France avant, jamais à Paris avant. J'étais une fois en France, en Bretagne, dans le milieu de nulle part, quand j'avais 14 ans, avec mon papa. Et du coup, ça fait aussi une partie du rêve à la française, à la campagne, les crêpes, tout ça qui m'a séduite par la France. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir justement en 2011, si je ne me trompe pas, pour faire mes études universitaires et apprendre le tout sur la culture, la langue et la mode. Et aujourd'hui, ta famille est aux États-Unis? Toute ma famille, ouais, je suis toute seule à Paris. Tu es arrivée en France. Et donc, en termes d'études, vers quoi tu t'es orientée? Du coup, en fait, j'ai choisi de faire une université américaine qui s'appelle Parsons, The School of Design. C'est basé à New York, mais ils ont une petite campus à Paris. Et en fait, vu que c'était la première fois que je quittais les États-Unis, la première fois que je quittais chez mes parents,
j'ai préféré quand même d'avoir une université. En plus, je parlais pas français, voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même une petite sécurité d'atterrir dans un nouvel pays et d'avoir une université qui va être en anglais, enseignée en anglais. Donc ça, c'était en vrai, je pense que aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis peut-être que ça aurait été mieux si j'étais tout de suite dans une école française pour m'intégrer, mais je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés en termes d'apprentissage parce que bah c'était pas encore ma langue, j'étais pas à l'aise dans le français en arrivant, ce qui est normal. Et au final, ça m'a permis de rencontrer des personnes du monde entier parce que c'était vraiment très mix la classe. Des personnes, je crois qu'il y en était 2 américaines et après c'était l'Angleterre, Espagne, Italie, partout dans le monde, Brésil, et du coup en fait on apprenait un peu de chacun de leur culture aussi. Donc c'était très riche comme expérience. Ça te forme à quel type de métier? Qu'est-ce que vous Stylisme et modélisme. Et donc après tes études, tu as commencé par où? Après mes études, du coup, pendant mes études, parce que c'est assez typique, je pense, pour les personnes qui font les études de la mode, de faire des petits stages entre-temps, enfin, à la fois pendant l'été, à la fois pendant des semaines de la mode pendant mes études. Donc, j'avais fait à la fois pendant 3 ans, en fait, mais c'était pas en continu, c'était vraiment des blocs de 1 ou 2 mois par le filet, dans comment on peut appeler ça? C'est une sorte de agence pour des marques, mais souvent des jeunes marques ou des marques intermittentes. Enfin, comment on dit, les marques qui sont en train de grandir. Intermédiaire, c'est ça que je voulais dire. Pas intermittent, c'est pas du tout le bon mot. Ça marche, pas de souci. Et du coup, j'ai été un peu dans ce showroom un peu en tant que la personne qui gérait tout que les autres n'avaient pas le temps de faire. Donc, vu que j'étais pendant mes études, bah, du coup, j'étais en effet, on va dire, en bas d'échelle. Et du coup, j'étais à la fois à l'accueil, en train de recevoir les clientes qui venaient pour voir les marques, pour les introduire aux marques. J'étais à la fois en train de faire des cafés, j'étais à la fois parfois aussi en train de faire des rendez-vous avec des clientes parce qu'en fait, je pense que les personnes avec qui je travaille, ils ont tout de suite compris que j'étais un peu souple à tout faire. Si on avait besoin de moi là-bas, j'étais là et tout ça. Et du coup, en fait, j'ai très bien entendu avec les autres marques, avec les personnes qui géraient l'agence. Et j'étais assez à l'aise dans ce milieu de mode et de plusieurs marques naissantes et en train de grandir. Donc, en fait, il y avait, je pense, une vingtaine de marques. Donc, j'ai connu toutes les marques assez bien et j'ai pu pitcher, entre guillemets, aux vendeurs aussi l'esprit de la marque. Si jamais il y avait quelqu'un qui était en rendez-vous avec une autre vendeur et qu'on avait besoin de moi, bah, j'étais là. Donc, c'était vraiment un peu pendant mes études, c'était une bonne façon d'avoir une vision plus globale et aussi pendant mes études stylistiques, d'avoir une vision de l'après, de savoir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a créé les vêtements, une fois qu'on a fait le merchandising de la collection, comment les personnes ils viennent le réceptionner et comment on peut propager l'univers de cette marque vers les personnes d'externe. J'ai un peu bifurqué sur cette question-là, mais... Non, c'est passionnant. Ah oui, du coup, je reviens sur la question que tu me disais. Où est-ce que je suis partie après mes études? Ça, c'était pendant mes études. Du coup, je faisais cette stage, entre guillemets. J'ai fait aussi une petite stage dans le 20e de Paris pour un petit designer beaucoup plus créa haute couture qui faisait des petites collections. On était 3-4 stagiaires et on faisait vraiment du créa pur. On dessinait, on faisait de la recherche iconographique, des moodboards, des toiles. Donc, en fait, c'était un combo de stylisme et modélisme. Et ça, c'était vraiment une bonne expérience d'avoir, en fait, avec l'autre en parallèle, parce que c'était le début et le fin, entre guillemets, d'une collection, de voir vraiment hands-on, comme on dit en anglais, dans la collection et pouvoir créer des choses presque comme je faisais du coup à l'école. Et après, moi, j'ai décidé, après les études, du coup, cursus américain, fin d'études début juin. Et du coup, j'avais en fait tout l'été pour retrouver quelque chose pour rester en France, parce que du coup, j'avais un
visa, évidemment, pour rester ici. Et c'est pas la meilleure période en France pour chercher du travail. Juillet, août et fin septembre, c'était le fin de mon visa. Donc j'étais très tendue. Petite pression. Et je suis quelqu'un d'organisé. Donc en fait, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, je sais ce que je veux. Le but, c'est de rester. Et donc, j'ai solution A, B, C, D, toute la liste pour comment je vais pouvoir rester. Évidemment, le A, c'était magnifique, trouve un travail pendant l'été et c'est parti. Par contre, la complexité là-dessus, c'est qu'en sortant des études de la mode, en France, il faut faire un stage. Sauf que le cursus américain n'est pas formulé comme ça. On n'a pas besoin d'une convention de stage aux États-Unis pour faire un stage. Et donc, en fait, je me suis trouvée coincée dans une situation où je contactais des marques qui me faisaient un retour comme quoi, on est intéressé dans votre profil, mais en tant que stage. Mais moi, j'avais pas de convention. Donc, en fait, c'était très compliqué de trouver quelque chose pour moi. Et j'ai fini par me réinscrire dans une école de la langue française pour pouvoir renouveler mon visa, pour continuer à rechercher du travail. Et j'étais sur tout ce qui va être fashion jobs, job teaser, tous les sites possibles. J'ai envoyé des mails, candidatures spontanées à tout le monde. Et sur LinkedIn aussi. Et finalement, j'ai réussi à avoir... j'ai contacté le DRH de Zadig & Voltaire sur LinkedIn et avec une demande de connexion, tout simplement. Et on avait le petit, je crois qu'on a 200 lettres, quelque chose comme ça. Donc, je me souviens d'avoir refait ce petit pavé pour que ça soit vraiment succinct et bien. Et elle a répondu et elle m'a donné son adresse mail, elle m'a accepté et elle m'a dit envoyez-moi votre CV à mon adresse. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon premier entretien du coup en courant octobre. C'était super forte et la stratégie a payé. La stratégie à payer, voilà. Ne jamais baisser les bras, c'est surtout ça en fait. Et du coup, j'ai eu plusieurs entretiens avec eux pour une poste d'assistante styliste chez Nitram Femme. Et j'ai été prise, du coup, au bout de... finalement, j'ai été prise courant début novembre. Et après, le temps que le contrat soit signé, etc., j'ai commencé début décembre. Donc, heureusement que j'avais renouvelé mon visa. Mais c'était aussi compliqué. En fait, j'ai contacté des marques un peu plus petites. En tant qu'américaine, c'était compliqué parce que les jeunes marques, ils n'avaient pas, en fait, les fonds derrière pour pouvoir embaucher quelqu'un d'étrangère. Parce qu'évidemment, il y a des frais un peu plus élevés. Parce que, ce qui est normal, la France souhaite prioriser les embauches des Français. Et du coup, j'ai réussi à rentrer dans le studio de Zadig & Voltaire. Et maintenant, du coup, au fil du temps, j'ai beaucoup évolué. J'ai pu, la marque a beaucoup évolué aussi. J'ai pu grandir en fait dans cette marque et un peu former mon propre équipe. Parce que c'était une petite structure. On était 2 sur le pôle quand je suis arrivée. Il y avait une styliste justement chez Netram. Elle est partie en arrêt maladie quand je suis arrivée par rapport à son congé maternité. Enfin, un congé maternité à l'avance. Voilà, je sais pas comment on va dire ça, anticipé. Et du coup, en fait, on se retrouvait à 2 en tant qu'assistante à tout gérer. Du coup, en fait, c'était assez formateur, évidemment, mais surtout, on a vraiment pris les choses en main. Et moi, je pense que ça a aidé le côté américain parce que du coup, je savais ce que je voulais. Je me suis dit, moi, je sais qu'on n'a pas besoin d'avoir un responsable. Là, c'est parti, on y va. Il faut montrer qu'on peut tout gérer. Et du coup, petit à petit, comme ça, j'ai pu monter, on va dire, l'échelle et commencer petit à petit à embaucher des personnes après des années sur mon équipe. Donc voilà, maintenant, ça fait 9 ans que je suis chez eux et que je suis responsable du style chez Netram Femme avec mon petite équipe de stylistes. Est-ce que tu peux déjà nous définir un petit peu la différence entre le stylisme et le modélisme? Le stylisme, ça va vraiment être la naissance d'une idée. Je pense que le plus facile de se dire, le stylisme, on imagine en 2 dimensions et le modélisme, on imagine en 3 dimensions. Ça, c'est le plus succinct. Pardon. Et après, en effet, le stylisme, ça va être la naissance d'une idée qu'on va s'exprimer à la fois en dessinant sur le papier, à la fois en collage, à la fois, il y a plein de façons, évidemment, de
de trouver un volume. Et c'est ce qu'on va apprendre à l'école aussi. Ça dépend sur quel milieu nous on est à l'aise. Moi j'aime beaucoup dessiner, mais j'aime beaucoup aussi faire du drapé. Et donc en fait c'est là où c'est un peu le lien entre le stylisme et le modélisme, c'est que le drapé ça va être vraiment utiliser les tissus sur le mannequin pour rechercher des formes et des volumes qui nous plaisent pour créer des nouvelles pièces et des nouvelles volumes. Mais ensuite quand on vient sur le côté modélisme, c'est vraiment le côté plus technique de reprend le drapé, par exemple, d'une toile sur une mannequin et de faire le patronage. Et de le digitaliser, le patronage, et ensuite, du coup, dans un milieu professionnel, de l'envoyer aux usines, aux ateliers pour faire monter les pièces en externe. Et dans ce que tu expliquais, il y a aussi, tu as mentionné le chêne et trame. Oui. Est-ce que tu peux rapidement aussi nous expliquer le chêne et le trame et les différents... C'est des bonnes questions parce que c'est vrai que j'ai tendance à partir sur quelque chose que je connais, mais c'est vrai que les autres ne savent pas forcément ce que c'est. Alors, le chêne et trame, en anglais, on dit woven. Et en fait, c'est littéralement, quand on parle des fils, il y a dans un tissu qui est tissé et non tricoté, on a des fils qui vont être la fil la chaîne et la fil la trame. Et du coup, en fait, ces fils-là, quand ils sont tissés, vraiment, comme on peut imaginer des draps d'une lit, on voit les fils. Et c'est comme ça fait des petits carrés. C'est un quadrillage. Voilà, c'est un quadrillage. Et ça, du coup, c'est une référence à toutes les matières qui vont être, du coup, coupées et ensuite cousues derrière. Alors qu'on peut imaginer que la maille, donc tout ce qui va être tricoté, c'est pas forcément du coupé cousu, c'est vraiment souvent tricoté tout le tour. Et c'est pas la même structure, du coup, de vêtements. Le chêne et trame, plus globalement, ça va être tout ce qui va être les tailleurs, donc costume, de flou, donc les jupes, les robes, les blouses, les chemises. Là où chez Zadig et Voltaire, c'est également tout ce qui va être denim et tout ce qui va être cuir. C'est pas toujours comme ça dans toutes les maisons. Dans d'autres maisons, le denim c'est à part et le cuir c'est à part. Parce qu'à proprement parler, le cuir c'est pas du chêne et trame. Mais dépendant des maisons, ça peut rentrer dans cette catégorie parce que c'est quand même, on peut le traiter comme du coupé cousu. C'est vrai que Zadig et Voltaire, c'est une très belle maison qui a beaucoup grossi. Juste qu'on se rende compte, est-ce que tu as une idée du nombre d'employés quand tu es arrivé et combien il y en a aujourd'hui ? Moi, je peux parler en proportion du studio. Déjà, le noyau de studio. Moi, quand je suis arrivée, on était 6-7 à peu près. Vraiment, c'était presque une, max deux personnes. C'était un peu 2 personnes par pôle. Donc, on avait 2 personnes sur le graphisme. Il y avait 2 personnes. Donc, moi, j'étais deuxième sur le chêne et trame. Il y avait une personne à l'homme. Il y avait une personne jersey et une personne maille. Donc, en fait, voilà, c'était 6-7. On était 6-7 personnes pour le studio. On peut dire 10 si on compte les accessoires aussi. Moi, je parlais du prêt-à-porter. Mais bon, 10 personnes et aujourd'hui, on est à une vingtaine. Donc, en effet, ça a doublé. Mais c'était nécessaire. Enfin, ça a plus que doublé parce que pour le coup, au début, moi, je faisais de début de la production, début de la développement, jusqu'à la fin de la production. Et donc, c'est quand même énorme de faire toute cette partie-là. Aujourd'hui, c'est scindé en deux parce qu'il y a toute une partie de développement. Et après, au moment qu'on présente la collection au showroom et les achats viennent pour acheter des pièces, en fait, c'est cette partie-là où le vêtement est censé être abouti et que nous, on n'a plus besoin, en tant que styliste, d'intervenir pour le bien-aller de produit. On fait une dernière essayage avec l'équipe de production et l'équipe de développement pour que, en fait, on donne nos dernières informations pour le bien-aller, pour le fit, pour le style, justement, pour dire, ça, j'aime pas trop le point de surpiqueur, il est un peu trop fin, il faut un fil plus épaisse. Il faudrait les boutons de notre couleur, il faut qu'on rallonge. En fait, c'est tout ce genre d'informations pour vraiment le style et le bien-aller. Et après, c'est l'équipe de production qui prend en considération tous ces commentaires-là et qui suit, entre guillemets, le produit jusqu'à la fin de la production, que ça sorte en boutique. Parce que c'est beaucoup plus de technique à la suite, de regarder les finitions, de s'assurer que c'est une bonne qualité, de s'assurer que justement les demandes de styliste a été bien appliquées et bien suivies. Ça, c'est une sorte de contrôle derrière et c'est ça l'équipe de production. Donc maintenant, je dirais que ça a peut-être
On a l'équipe de production en plus de développement. Donc, tout ensemble, je pense qu'on a à peu près une quarantaine. Donc, en effet, ça a quadruplé. Dernière question sur cette partie-là, où vous avez quand même un retour sur, par exemple, le succès des collections, les motifs qui ont plu, etc. On a toute une analyse business derrière. En effet, c'est quelque chose que, vu que ça a beaucoup grandi aussi en interne, moi, j'ai eu le sentiment que ça a du mal un peu à suivre la croissance interne versus la croissance de la marque. Donc, on poussait beaucoup en interne pour dire on a besoin de plus de monde, on a besoin de plus de monde, y compris du coup des personnes pour analyser vraiment les business et surtout faire redescendre ces informations aux équipes de style. Parce que c'est difficile de naviguer aveugle, évidemment. Donc maintenant, on a en effet toutes des sessions de feedback pour dire cette forme-là, elle fonctionne hyper bien, ce print, il a été hyper bien reçu. Après, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas juste un imprimé ou juste un forme qui va faire que le vêtement il a été un succès. Ça va contribuer, mais il y a tellement de facteurs autour. Ça peut être est-ce que c'était livré en retard en boutique? Est-ce que c'était dans la bonne boutique? Est-ce que il était suffisamment mis en avant dans la boutique? Est-ce qu'il était en vitrine? En fait, il y a tout qui va ensemble finalement pour faire une sorte que ça fonctionne. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Après, évidemment, au fond, si le produit n'est pas bon et l'imprimé et la matière n'est pas bonne, évidemment, ça va pas se vendre. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait beaucoup de facteurs qui vont ensemble. On a eu le cas récemment avec une collègue à moi qui est responsable graphisme, un print qu'on adorait et des modèles hyper faciles que j'adorais. Donc, collaborer ensemble là-dessus. Et en fait, ça n'a pas hyper bien marché en boutique. Et nous, on était persuadés que finalement, c'était pas forcément l'imprimé lui-même ni les formes, mais juste le fait qu'il n'est pas arrivé au bon moment, il n'a pas resté longtemps en boutique, il n'était pas suffisamment communiqué dessus. Donc, en fait, il est passé inaperçu. Il y a plein de facteurs qui font le succès ou non d'une collection. Mais donc, tu n'as pas que Zadig oui, dans ta vie. Bien sûr. Tu as un autre, projet à côté qui est Bot. Est-ce que tu veux nous présenter Bot déjà dans un premier temps? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc déjà pour le petite histoire, Bot Lingerie, du coup c'est évidemment une marque de lingerie. Moi et mon associé, on est tous les deux passionnés de la lingerie par tout ce qu'elle véhicule en fait pour les femmes. Nous, notre but absolu en fait, c'était vraiment de pouvoir apporter un accompagnement quotidien aux femmes avec une lingerie de qualité, une lingerie confortable et une lingerie jolie. Donc en fait, nous, c'est en tant que femmes d'ailleurs, c'est ce qu'on recherchait sur le marché et qu'on trouvait pas. Et donc on a décidé de créer Bot, donc la première marque de lingerie qui est à la fois éthique, fabriquée en France, éco-responsable et qui allie le confort et le style. Donc en fait, c'est vraiment cette synergie de tous ces éléments-là qui crée Bot. Et on ne trouvait pas ça, nous, sur le marché, quand on a commencé à échanger avec mon associé Camille. Donc on se dit, on va le créer. Parce que c'est quelque chose dont on a réellement envie en tant que femme, et je pense que ça devient de plus en plus importante d'avoir à la fois ce confort dans la lingerie, mais sans devoir faire des compromis sur la durabilité, sur le style, sur la fabrication et le fait que ça va durer dans le temps. Donc ça, vous l'avez créé en mars 2020, c'est ça? Alors, on a commencé, c'est là où la naissance de l'idée. Exactement, c'est le début. Donc, en effet, c'était pile au moment de Covid. En fait, ça a été juste, la naissance de l'idée a été juste un petit peu avant le Covid. C'est Camille, en fait, qui a voulu changer de parcours. Elle était directrice de clientèle dans une agence de packaging pendant une dizaine d'années. Et du coup, en fait, elle avait un peu marre, elle avait envie de retrouver, elle adorait ses collègues, mais elle avait envie de retrouver quelque chose avec un peu plus de sens. Et moi, du coup, en fait, on était des amis en commun. Donc, on n'était pas hyper proches à cette époque-là. Mais mon meilleur pote chez Zadig, justement, c'est une très bonne pote à elle. Donc, en fait, c'était un peu la connexion qui s'est fait comme ça. On se rencontrait dans des apéros, en terrasse. Et en fait, on a toujours une hyper bonne entente. Et du coup, en fait, au moment qu'elle disait
à notre pote en commun, je pense que je vais lancer ma marque. Elle avait cette passion, du coup, comme je disais, pour la lingerie. Elle voulait lancer une marque de culottes. Et en fait, c'est mon pote qui m'a dit, appelle Camille, parce que je sais que toi, tu adores la lingerie aussi, et je sais que tu as toujours eu volonté pour créer ta marque aussi. Donc, c'était en janvier-février 2020, où on s'est eu au téléphone pour la première fois, et elle m'expliquait un peu le début de son idée en me disant bah là je commence à réfléchir là-dessus. Je suis très intéressée en fait je suis très intéressée par toi aussi, et que si toi t'es intéressée, parce qu'en fait elle voulait pas non plus se lancer seule, ce que je peux comprendre, et moi non plus j'aurais pas voulu me lancer seule, mais à cette époque-là je lui disais alors je suis hyper intéressée, j'adore l'idée, j'adore la lingerie, je pense qu'on a plein de choses à se dire, donc calons un moment pour vraiment qu'on s'appelle pendant des heures et qu'on échange du projet. Et au final, elle devait partir au Brésil, faire un voyage. Moi, je partais pour le travail, d'ailleurs, en Inde. Donc, on s'est dit, on s'appelle après nos voyages. Et du coup, finalement, ça aurait été en mars. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid est tombé. Elle était au Brésil au moment, moi j'étais en Inde au moment de Covid. Et en fait, tous les deux, on s'est fait rapatrier en France à cause du Covid. Et on se retrouvait du coup enfermés chez nous. Et voilà, en tout cas, moi de mon côté, je travaillais toujours. On était en télétravail chez Zadig, mais forcément, j'avais beaucoup de temps de libre, entre guillemets, à la maison, sans amis, sans sortie, sans le sport. Et du coup, en fait, on a commencé à s'appeler, à passer des heures au téléphone pour qu'elle me raconte sa vision, pour que moi, je lui raconte ma vision du le monde, de la lingerie, du vêtement, du fait qu'en effet, déjà, je vois en premier rang le gaspillage qui peut être créé par l'industrie de la mode. Et je suis comme quelqu'un d'assez conscient, entre guillemets, écologiquement. Donc oui, c'est mon métier. Ça me passionne de pouvoir habiller des femmes et voir mes vêtements portés et donner cette confiance aux femmes. Mais ça me rend triste aussi aujourd'hui dans le milieu qui est le cercle vicieux, tout simplement, de surconsommation. Donc c'est une évidence pour moi qu'on a besoin de changer notre façon d'acheter, changer notre façon de vendre et changer la façon que les personnes y portent. Et enfin, c'est presque changer notre relation avec les vêtements. Donc en fait, tout ça, on était vraiment synchro là-dessus. Elle avait la même vision que moi. Et quand on parle de la mode de demain, pour nous, on en a conscience que la lingerie, c'est pas quelque chose qui va être vendu en deuxième main, parce que c'est vraiment intime pour les femmes. C'est pas quelque chose qu'on a envie de porter après quelqu'un. Donc il fallait trouver une deuxième voie pour la lingerie de demain. Et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose, déjà c'était une évidence de partir sur quelque chose des tissus éco-responsables, de faire des productions réduites, donc de faire des petites quantités, et plutôt que de faire des gros stocks dormantes, des petites quantités et de reproduire si besoin. Donc toute la structure en fait était vraiment conçue pour comment la lingerie, la mode de demain, ça va être accueilli, entre guillemets, et est-ce qu'en tant que marque, comment nous, on peut pousser ça, entre guillemets, auprès de nos clientes pour qu'elles commencent aussi à comprendre de cette façon-là et qu'on les embarque avec nous, en fait. On passe le bonjour à Camille Oui. Qui est à Lyon. Comment se répartissent les rôles chez Bot? Alors, ça s'est fait très naturellement. Du coup, comme je disais, elle était directrice clientèle dans une agence de packaging. Et en fait, elle a fait une école de commerce. Moi, j'ai du coup visiblement fait une école de stylisme-modélisme. Donc, en fait, ça s'est fait très organiquement. Elle s'occupe plus du côté justement commercial, finance, côté business. Et moi, je m'occupe plus de côté création d'une collection, sourcing de matière, gamme de couleurs, évidemment je dessine tous les modèles, tout cet univers de marque avec le contenu d'Instagram aussi. Après, là où on est très forte, c'est on se communique très très bien et on a une communication qui est extrêmement fluide. Depuis ces 4 ans et demi qu'on travaille ensemble, on n'a jamais eu de dispute, de rien. On a des choses à dire, on va se les dire, franc.
Et ensuite, on sait tout à fait s'écouter et rebondir et dire ah ok, je suis peut-être pas d'accord avec toi, j'avais pas pensé comme ça, mais et on s'échange nos avis tout simplement. Et après, c'est assez tranché, c'est ok, je comprends, je suis d'accord avec toi, on y va. Donc c'est hyper action-réaction. Et ça a toujours été le cas et on se booste là-dedans. Donc c'est vraiment ce côté-là, c'est hyper naturel. Et du coup, la répartition, en effet, ça se fait naturellement aussi, puisque du coup, même si par exemple à un moment donné, bah, elle peut pas être dispo pour quelque chose de finance, bah, moi je vais faire de mon mieux pour remplir justement ce besoin-là, et vice-versa. Si moi je suis prise par une autre réunion, bah, en fait, elle va pouvoir répondre à nos fournisseurs de textiles ou demander quelque chose à ma place. Donc on essaie en effet d'être un peu multicasquette. De toute façon, c'est même pas qu'on essaie, qu'on est obligé Ça, d'être quand on multicasquette. monte une marque, voilà, Voilà, faut toucher un petit peu à tout. exactement. Donc en fait, on touche forcément à tout. Et on est hyper à l'écoute de l'un et l'autre. Mais du coup, c'est comme ça que ça se sépare un peu naturellement et ça marche hyper bien ensemble. Ça, pour le coup, on ne s'est pas trompé de partenaire. Ça, c'est certitude. En tout cas, vous avez l'air très complémentaires, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Donc justement, tu parlais de la création des collections. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, justement où ça commence et jusqu'au produit fini qu'on peut retrouver Ouais. sur Liseré Rouge ou sur votre site? On a volonté d'impliquer notre communauté dans les nouvelles pièces de la collection. On a volonté d'être à l'écoute de notre communauté et les femmes comme nous, parce que c'est vraiment une lingerie créée par les femmes pour les femmes. Donc en fait, ça commence un peu différemment entre guillemets que dans mon passé, par exemple dans d'autres marques. Nous, on a vraiment une œil sur les demandes en direct de nos clientes, parce que de toute façon, c'est nous qui face à face avec nos clientes, que ce soit dans les pop-up, par les réseaux, des demandes qu'on reçoit par message, en cabine essayage avec une cliente. On reçoit en direct les retours de notre lingerie. Et donc en fait, on prend tout en note. Moi, je sais les demandes qu'on a besoin de s'adapter, comment on va élargir la gamme. Et donc, en fait, le début d'une collection commence avec les retours en direct. Et après, on commence à se dire, vis-à-vis des retours en direct, moi, de mon côté, je vais commencer à rechercher... d'ailleurs, d'être un styliste, c'est veiller en permanence. Donc, c'est pas à un moment précis, mais pendant la journée, je vois des choses qui me plaisent, je vais les flaguer, je vais les mettre dans un dossier rangé sur mon téléphone. On commence comme ça à un peu créer une base de photos, d'images prises dans la rue, prises sur des magazines, sur les billboards, des panneaux, sur Instagram, sur Pinterest. Et ensuite, j'extrais du coup ce que je trouve le plus cohérent pour faire des moodboards, pour se dire, OK, ça va être la base de notre collection. À la fois, c'est prenez en compte tous les retours qu'on a eus. Et en fait, finalement, ça forme la vision de, par exemple, quand je suis sur Pinterest ou Instagram, bah, j'ai déjà les retours clients en tête. Donc, ma vision de ce que je vais regarder sur Insta, ça va être aperçu de cette point de vue déjà. Donc, en fait, c'est déjà un peu formé, entre guillemets, en fonction des retours de clientes, quelle pièce, quelle inspiration je vais récolter pour faire mes moodboards. Et une fois que j'ai fait mes moodboards, on échange. Et d'ailleurs, Camille aussi, elle fait pareil. Elle va aussi, parce qu'elle est impliquée aussi dans la phase de qu'est-ce qu'on va créer pour la suite. Et c'est justement génial qu'elle soit autant impliquée là-dedans et qu'elle va m'envoyer des photos, qu'on les mette dans les mêmes dossiers partagés sur nos téléphones. Et du coup, en fait, j'ai une base de photos qui est à la fois des photos que Camille a trouvées inspirantes et à la fois que moi j'ai trouvées inspirantes. Je fusionne le tout. Je choisis ce que je trouve le plus pertinente et cohérent aussi dans une collection pour répondre aux besoins et aussi à nos envies. Et ensuite, je fais plusieurs moodboards et on a des réunions d'échange là-dessus. Et ensuite, ça se peaufine comme ça. Après, ça passe sur le phase de dessin. Une fois qu'on a vraiment ciblé quelle pièce phare qu'on veut faire. Comme je disais, on fait des petites collections, donc ça va pas être une vingtaine de pièces. Souvent, on va travailler avec, on va dire, notre première collection, c'était 6 pièces. Donc 2 hauts de corps, une body et 3 bas du corps. Donc l'idée c'est de rester, et d'ailleurs c'est une collection permanente, donc l'idée c'est que ça perdure dans le temps. Et ensuite on construit des collections autour de ça. Notre deuxième collection c'était 2 hauts de corps, 2 bas de corps, dans 2 couleurs à chaque fois. Et notre troisième collection c'était pareil, 2 hauts de corps, 2 bas de corps,
avec la volonté de compléter justement notre offre avec des formes complémentaires. Et là, pareil, je suis en train de dessiner, alors c'est un peu le, le next step, justement. On est en train de développer une collaboration avec une influenceuse de renom qui va sortir en début d'année prochaine. Et du coup, en effet, je suis justement en pleine dans la phase de création. J'ai fait des mood boards, on a validé des formes ensemble. Là, quand je commence à dessiner, c'est de tirer les inspirations des mood boards. Et évidemment, pendant le moment de dessin, je découvre aussi des choses qui sortent de mon cerveau, de mon stylo, des nouveautés que j'imagine en fait en dessinant. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle une remise de croquis. Donc moi, déjà face à moi-même, je laisse du temps je laisse du temps entre le phase de dessin et le relooking entre guillemets. J'édite, j'enlève déjà celle qui me plaît pas. Et ensuite, je fais une remise de croquis avec Camille et dans ce cas-là, avec du coup l'influenceuse avec qui on collabore pour la prochaine collection. Et c'est un échange ouvert. J'attends qu'elle me dise ça j'adore ces détails, ça j'adore le bas de corps mais j'aime pas trop le haut avec. C'est vraiment un échange ouvert. Et s'il y a des choses à redessiner derrière, je le fais pour peaufiner, pour mixer en fait tous nos envies ensemble et pour pousser au bout en fait l'idée créative et la nouveauté et l'innovation pour le coup aussi. Et ensuite, ça part dans la phase de conception, de prototypage. Donc nous, on travaille avec une modéliste en freelance qui va, moi je lui envoie des croquis, on s'appelle ensuite et pour parler des finitions, qu'est-ce que j'imagine comme tour de bonnet, qu'est-ce que j'imagine comme élastique en basque, qu'est-ce que j'imagine comme fermeture, tout ce genre de détails, on échange au téléphone et elle fait le premier patronage. Ensuite, on l'envoie du coup dans notre atelier, le patronage, et notre atelier est basé à Poitiers. C'est notre atelier avec qui on a collaboré depuis notre naissance de marque. J'en parlerai un peu plus de ça après, mais en tout cas, on l'envoie le premier patronage à l'atelier et ensuite, elle nous envoie du coup un prototype. Et il y a une petite étape que j'ai loupée entre-temps, c'est qu'en parallèle de toute la phase de mood board, d'image et et en même temps de croquis, de faire des croquis, il y a toute une phase de sourcing matière. Donc moi, ça peut être à la fois dans des salons, d'aller voir, toucher les textiles, les matières. Du coup, nous, évidemment, le contrainte, c'est quelque chose qui va être minimum 80% de recyclé. Donc déjà, ça, c'est une contrainte sur le marché assez grande. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a quand même déjà du choix. Donc ensuite, c'est tout ce qui va être doux. Parce que nous, encore une fois, le confort, c'est vraiment un pilier chez nous. Donc, c'est de pousser des tissus de la lingerie, donc les dentelles douces et élégantes, mais qui peuvent être quand même bons pour le corps, pour le coup, en douceur, et aussi du fait que ça soit évidemment certifié Ecotex et pas du tout nocif pour la peau, parce que c'est les normes, c'est les normes. Je dis c'est les normes, mais quand même, il y a des marques fast fashion qui les respectent pas. Nous, évidemment, c'est de notre base de les respecter et de vouloir mettre ça en premier rang pour les femmes. Et du coup, cette sourcing matière, ça aide aussi à quand je conçois en fait des croquis, parce que j'ai en tête une matière qu'on aime bien. Et en fonction des croquis, on peaufine aussi qu'est-ce qui marchera mieux peut-être avec cette dentelle-là parce qu'elle a un bord croqué, ça va mieux marcher avec ce dessin-là. Et ce dentelle-là, finalement, c'est sur une laisse, donc ça veut dire sans bord croqué, mais juste toute une rouleau de matière. En fait, elle va mieux marcher peut-être sur un body ou quelque chose comme ça. Donc ça se peaufine en fait tout en parallèle. Comme ça, on peut avoir les élastiques qu'il faut, les matières qu'il faut, au même temps que le développement de croquis. Et comme ça, en fait, tout arrive en même temps à l'atelier. Et sur le choix des couleurs, comment ça se fait, à quel moment? Alors, le choix de couleurs, ça va être pendant la phase de mood board. Donc, pour moi, c'est au même temps de la conception de la collection. Déjà, il faut savoir, comme je parlais des retours clientes, en fait, c'est aussi en fonction des retours clientes qu'on va avoir la notion de quel genre de forme on a envie de faire pour compléter la collection, mais qui est aussi tendance, évidemment, parce que les filles, elles vont quand même chercher quelque chose de tendance, de joli.
Et ça va ensemble, du coup, le côté tendance jolie et essentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc souvent, on a tendance à dire: «On a besoin une couleur, basique» entre guillemets, parce que tout le monde va vouloir soit une couleur claire, soit une couleur foncée. Le noir, évidemment, dans la lingerie, c'est primordial. Donc, le plupart du temps, on a d'ailleurs notre première collection, on n'avait pas de noir. Donc forcément, on avait beaucoup de retours comme quoi: «Oh mais on aimerait bien avoir ce modèle en noir» et c'est pour ça que par la suite, on a incorporé les noirs parce que même si le bleu foncé, c'est comme une très jolie bleue et ça fonctionne bien. On a comme des clientes qui apprécient beaucoup ça. Au final, le noir, ça reste une couleur que les clientes, elles peuvent pas se dépasser. Donc, par exemple, quand on commence une gamme de couleurs, on va se dire, déjà le noir, c'est un peu notre base. Et ensuite, qu'est-ce qui fonctionne bien avec le noir? Et qu'est-ce qui est une couleur tendance, qui n'est pas différenciée? Qu'est-ce qui est une couleur qui nous donne envie? Et qui est complémentaire aussi avec notre gamme actuelle. Et donc, c'est là, pour le coup, dans cette collaboration qu'on est en train de faire, c'est justement de recenser l'influenceuse parce qu'évidemment, il faut l'impliquer beaucoup dans le développement. Qu'est-ce qu'elle recherche comme couleur? Ce sont quoi un peu ces couleurs qu'elle veut demain en lingerie? Donc, on l'a beaucoup impliquée là-dessus et après, moi, je réalise des mood boards. On peaufine les couleurs vraiment par Pantone, toutes toutes fines parce que entre une rose un tout petit peu plus foncée et une rose un tout petit peu plus claire, ça peut donner quelque chose de très différent. Donc c'est vraiment importante la nuance de la couleur. C'est toute une question bête, mais effectivement, donc il y a un choix de matière qui existe. Après, donc vous appliquez vos critères, dont les 80% de recyclés. Minimum, ouais. Minimum, effectivement. Il y en a de plus aussi, ouais. Il y en a de plus recyclés que ça. Il y Mais a en tout encore cas, de ouais. plus. Et je crois qu'il y a aussi une problématique, ou en tout cas un critère, pas une problématique, mais un critère de lieu, parce qu'il me semble que c'est beaucoup en France d'origine ou Italie, Oui, si je en dis pas de fait, bêtises. en effet, tu fais bien fait de, de préciser. On recherche des matières qui viennent que d'Europe. Parce que déjà, quand on a commencé, on a souhaité rechercher qu'en France, mais finalement, c'est pas possible vis-à-vis de notre recherche. En fait, la France a beaucoup de très jolies dentelles, mais ils sont en retard par rapport à tout le côté confort. Il y a beaucoup de dentelles bloquées. Alors, ils se développent là-dessus, mais nous, on a vraiment trouvé notre bonheur d'une matière de haute gamme d'Italie en dentelle. Après, en effet, on a les matières, donc la plupart de nos matières, c'est l'Italie ou France. Et après, on a des élastiques qui viennent de l'Espagne. Donc vraiment, c'est le plus proche de la maison possible, mais on sort pas de l'Europe. Et comment ça marche pour les couleurs? Parce que j'imagine que quand tu fais ce choix de matière qui doit être confortable, l'origine, le recyclage, comment ça marche pour la couleur? Est-ce que c'est je sais pas, un peu peut-être des choses neutres et après tu peux appliquer une couleur dessus? Ou est-ce que vous prenez directement des couleurs qui sont proposées par... Alors, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut, en gros, soit la fournisseur c'est plus quand c'est une matière basique, entre guillemets, comme un microfibre. Ça parle peut-être par les gens, comme une matière, on va dire, en matière de maillot de bain, pour que ça parle à plus de personnes. Souvent, si c'est un bon matière de maillot de bain, ils vont déjà avoir une gamme de couleurs. Parce que en fait, c'est une matière qu'il y a beaucoup de clients qui achètent et que du coup, ils ont le demandent et ils ont développé leur propre gamme de couleurs. Et donc, ils ont des stocks de matière déjà dans les couleurs existantes. Après, nous, quand on est sur des dentelles, des choses comme ça, déjà, il faut préciser que notre dentelle, nos deux dentelles d'ailleurs, mais notre première dentelle dans la collection, c'est un développement propre à nous. Donc, c'est un motif qu'on a dessiné par nos soins et développé en collaboration avec notre dentelier. Donc, c'est uniquement exclusif bot. Et du coup, pour ce genre de développement, en effet, pour la dentelle de manière générale, il faut tisser les métrages. Donc, il y a un minimum d'achat de matière. Et c'est dans des couleurs, c'est dans une neutre, entre guillemets. Ça s'appelle les grèges. C'est une matière sans aucune coloration. Et ensuite, on va venir appliquer la teinture. Et c'est là où, en effet, c'est soit dans une couleur type, soit c'est nous, en fait, qui envoyons une numéro de Pantone ou un petit bout de textile ou quelque chose, une couleur qu'on a validée ensemble, qu'on va les envoyer. Et ils vont faire plusieurs, ce qu'on appelle les lab dips, plusieurs couleurs. Trois peut-être, on va dire, 3 nuances de bleu qui se rapprochent le plus à ce qu'on les a envoyés.
Et après, nous, on le reçoive et on regarde sur la peau, on regarde sur plusieurs carnations différentes pour s'assurer que ça fonctionne, en fait, que c'est pas juste beau sur la peau mate, que c'est pas juste beau sur la peau blanche. Voilà, en gros, c'est important pour nous que toutes les couleurs fonctionnent avec toutes les carnations. Du coup, dans la phase de production, donc il y a les prototypes, donc vous recevez les premiers de l'atelier. Sur une collection, c'est combien de prototypes par modèle? Alors, ça va dépendre de la complexité de la modèle. Déjà, il faut savoir que la lingerie, c'est millimétré, donc c'est très, très compliqué, la mise au point des produits lingerie, parce qu'évidemment, il y a la notion de confort, mais en plus de ça, il y a la notion de soutien. En fait, il y a le notion de fonctionnalité. Donc, il faut que ça fasse une fonction. C'est pas juste un blouse qu'on peut l'enfiler et que finalement, il n'a pas trop de fonction. Le côté près du corps, c'est vraiment difficile de mise au point pour être sûr que ça, en plus, pour être sûr que ça fonctionne avec le plus de morphologie possible. Donc c'est là la complexité en fait, c'est que on peut pas faire du sur-mesure, mais en même temps, c'est essayer de faire du sur-mesure qui s'applique à le plus de morphologie possible. Donc forcément, c'est compliqué. Et du coup, les prototypes, on va dire pour une brassière, ça peut être entre 4-5 protos. Comme pour une soutien-gorge avec une fausse armature, ça peut être 8 prototypes. En vrai, ça dépend, en fait, ça dépend. Après, l'avantage aussi, c'est que vu qu'on travaille depuis notre début avec une modéliste qu'on connaît, elle commence à connaître aussi ce que nous, on aime, ce qu'on recherche. Et en fait, c'est avec le temps qu'on se rend mieux en mieux compte, en fait, quel patronage elle va faire pour le premier jet, entre guillemets, et ensuite comment ça évolue. Donc après, les bodies aussi, ça prend vraiment du temps à mettre en point, parce que les bodies, on a en plus de complexité, de longueur de buste à prendre en considération. Et ça, du coup, on peut pas non plus faire... on essaye de faire en sorte que ça s'adapte à la plus de morphologie, mais forcément, il y a des nuances, on va dire, qui peuvent être compliquées pour le mise au point. Et donc, une fois que les prototypes sont validés, on passe directement à la mise en production ou est-ce qu'il y a encore des étapes? Alors, une fois que les prototypes sont validés, oui. Alors, ce qu'on fait dans les phases de prototypes pour gagner un peu de temps, c'est qu'on les essaie. En fait, on va faire plusieurs fois la même taille. On peut dire 2 ou 3 fois la même taille du prototype pour le mise au point. Et ensuite, on va lancer les prototypes consécutifs dans des tailles différentes. Comme ça nous permet justement de contrôler est-ce que ça fonctionne aussi bien sur un S ou un XS, est-ce que ça fonctionne aussi bien sur un XL, la même qu'on a fait en M, par exemple. Donc, il y a la taille, entre guillemets, standard, la taille de prototype. Nous, on travaille avec à la fois sur nous-mêmes et à la fois sur des copines pour faire justement les essayages, pour avoir les morphologies différentes. Voilà, quelles des tailles différentes, exactement. Donc nous, c'est pas comme dans une grande maison où on dit on a une seule taille standard et on bouge pas de ça. Non, nous, c'est vraiment, on essaye sur beaucoup de morphologies différentes pendant la phase de développement, justement pour essayer de s'adapter les pièces pour que finalement la commercialisation va aller sur la plupart des femmes. Quand je lisais les retours de certaines clientes, je voyais que ce qui ressortait beaucoup, c'était la qualité du maintien. Alors du coup, quel est le secret? Parce qu'il me semble que votre spécialité, c'est sans armature. Tout à fait. Donc comment est-ce que vous faites techniquement pour avoir aussi ce confort? Alors, il va avoir en effet des astuces différentes. Et d'ailleurs, c'est aussi sur ça, en fait, on s'oriente de plus en plus. Parce qu'au début, on a lancé la collection avec une brassière et une triangle, vraiment tout minimaliste. Et donc, sur la première collection, on a un peu moins de maintien que quand on avance dans nos collections. Et c'était justement parce que les retours qu'on avait des clientes, c'était on veut du sans armature, mais avec plus de maintien. Donc, on peut amener le maintien par plusieurs méthodes. Déjà, il va avoir le méthode tout simple, d'avoir une élastique plus conséquente sous la poitrine pour maintenir la pièce en place. Et ça va vraiment aider à plaquer le pièce contre le corps et maintenir plus la poitrine. Ensuite, on peut avoir plusieurs couches de tissu
pour vraiment donner littéralement plus de maintien avec les tissus. Donc, on a des modèles avec plus ou moins de maintien, dépendant de si l'abonné, par exemple, notre double triangle, l'abonné est doublé. Sur la brassière, l'abonné n'est pas doublé. Sauf que, du coup, sur la brassière, pour compenser, on a plus de tissu. Donc, c'est-à-dire que sur le côté, il monte plus haut pour vraiment ramener la poitrine vers le devant et couvrir. Et également, sur le devant, ça part plus en foulard pour justement contraindre, entre guillemets, un peu la poitrine. Enfin, pas contraindre, mais le couvrir et du coup le plaquer contre le corps. Donc, il y a plein d'astuces, le côté de utiliser un élastique ou une élastique un peu plus bloquée pour vraiment encadrer la poitrine, et également les couches de tissu et également le couvrance du tissu qui va finalement venir assurer une maintien. Et après, quand on a d'autres modèles aussi, on a des régleurs de bretelles qui peuvent permettre du coup aussi les femmes de régler plus ou moins serré si elles préfèrent d'être plus ou moins retenues. Peut-être qu'on peut revenir sur l'atelier. Oui. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est déjà que tu nous dises comment tu trouves des partenaires. Je dois confesser que je connais pas assez bien la lingerie, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans le prêt-à-porter, il peut y avoir des contraintes de minimum de production. Il y a aussi des ateliers qui sont très demandés, notamment depuis, Ouais. je crois, le Covid, sur tout ce qui est Made in France. Donc, comment vous aviez fait? Et voilà, si aussi tu peux nous les présenter. Il me semble que c'est d'anciens couturières de chez Obad, Tout à fait. si je dis pas de Tout bêtises. à fait. Alors, j'ai fait un dernier petit... En fait, j'ai pensé sur la question précédente, une autre astuce. Donc, je vais juste répondre là-dessus avant de parler de l'atelier. Bien sûr. On a également quelque chose qui est assez innovatif sur les dos de plusieurs modèles, où on a rajouté sur l'élastique large une régleur. Donc, en fait, on a une souplesse de 15 cm sur le dos, où la fille, elle peut se permettre de régler pour le serrer davantage. Et ça va évidemment jouer un rôle dans le maintien aussi. Et sur notre toute dernière modèle, le corbeil, donc fausse armature, c'est une vraie coupe d'une corbeille comme si on pouvait l'avoir avec une armature en fer en dessous de la poitrine, sauf que c'est avec une petite élastique bloquée. Donc ça permet en fait de justement créer ce bonnet pour que la sein vienne se poser dedans et maintenir avec la petite élastique bloquée en dessous. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Et du coup, je reviens sur l'atelier. En effet, l'atelier qu'on a trouvé justement pour nos lancements, c'est des femmes super. Ça s'appelle du coup... D'ailleurs, ça reste un peu confidentiel. On peut ne je pas rigole. mentionner de nom. Ouais. Non, en vrai, je sais pas pour elle si c'est confidentiel ou pas, mais en tout cas, c'est compliqué de trouver de base des ateliers. Donc nous, on a mis beaucoup de temps à trouver des ateliers. On a visité 3 et on était en contact avec plusieurs au début de la marque, mais on a vraiment dû creuser pour essayer de trouver des contacts et de trouver comment les contacter. Je pense qu'aujourd'hui, elles essayent de se mettre plus en avant, pas forcément l'atelier dans lequel on travaille, mais tous les ateliers de manière générale, parce qu'elles savent qu'en fait, il faut se faire connaître pour avoir plus de clientes, pour survivre. Donc nous, on les a visités juste à la fin, c'était en 2020 toujours, je pense août ou septembre 2020, on était les voir pour avoir un premier rendez-vous face à face pour expliquer notre projet et pour qu'elle nous explique aussi, qu'elle nous montre l'atelier. Et en fait, c'est assez immédiat. On a eu un coup de cœur mutuel à la fois pour leur histoire. Donc en fait, c'était une trentaine de femmes à l'époque qui étaient justement les anciennes couturières de chez Obad. Quand Obad ont délocalisé la marque, elles se sont retrouvées sans travail et du coup elles sont réunies, elles ont réussi à trouver quelqu'un justement qui a bien voulu les suivre pour ouvrir un autre atelier et du coup elles ont continué justement de faire vivre cette savoir-faire de corsetterie de la lingerie et cette qualité de travail aussi. Et du coup nous on les a adorées. Et vraiment, c'est des femmes souriantes, humaines, tout ce qu'on cherche au final, nous, dans des partenaires. Et elles ont aussi eu un coup de cœur sur notre projet parce qu'on est 2 femmes, parce qu'on avait la volonté de justement prendre en considération, prendre soin des femmes et de prendre en considération le bien-être des femmes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec elles. Et aussi, il faut pas aussi oublier le fait qu'elles étaient souples en termes de quantité et en termes
en termes de minima de production. Parce qu'en tant que jeune marque, on ne peut pas non plus se lancer sur des quantités astronomiques et même, c'est pas éco-responsable et c'est pas financièrement intéressant non plus. Donc c'est ça aussi, effectivement, qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des minimums à la fois sur l'achat de matière et sur la Ouais. confection. Donc c'est vrai Il y a quand beaucoup de contraintes, en effet. Donc, il faut un peu jongler entre les contraintes et essayer de trouver le moins des contraintes pour survivre et pour continuer à croître, surtout. Mais je pense, de toute façon, dans le textile, c'est un milieu qui est très gourmand en trésorerie. Et donc, voilà, ça se cache pas, c'est une réalité. Et par contre, il faut essayer de trouver, de naviguer parmi ces contraintes pour trouver le moins cher, entre guillemets, de, de enfin le moins cher, pas forcément financièrement, mais le moins cher, le moins astronomique en termes que ce soit de métrage de matière, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des stocks dormants de matière, ou que ce soit des quantités de production. Je voulais voir aussi sur votre première vente, en dehors de votre réseau, comment est-ce qu'elle s'est faite? En dehors de notre réseau, c'est-à-dire après on se lançait sur une crowdfunding, Oui, tu alors veux dire plutôt sur une marketplace ou quelque chose comme ça, ou en exactement, ou sur pop-up? ouais, exactement, sur un pop-up ou Sur un pop-up, alors moi j'adore faire des pop-up, c'est épuisant, clairement je vais pas cacher ça, mais c'est incroyable parce que c'est le moment où on est face aux clientes. Du coup pour nous, en tant que fondatrice, c'est vraiment tellement riche d'avoir des retours en live et aussi du coup je vais vous faire une petite anecdote du moment, mon moment préféré des pop-up, c'est quand j'échange avec une cliente, que je lui explique notre ADN, que déjà elle adhère parce qu'en fait c'est ce qu'elle recherche aussi, elle se retrouve finalement une femme comme nous qui recherchait les mêmes choses. On l'accompagne jusqu'à elle arrive en cabine. Nous, on est vraiment hands-on, donc on va lui dire on est là pour conseiller, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux vous mieux conseiller, est-ce que je peux ajuster des bretelles pour vous, etc. Souvent, je me retrouve en cabine avec les clientes et c'est le moment que je le vois enfiler et se regarder et on voit en fait un changement de lumière, une sorte de confiance en soi qui se régénère et c'est vraiment ce moment-là, cette émotion, même sans mots, c'est cette émotion-là que je trouve incroyable. Parce que je vois, en fait, c'est pour ça que je fais de la lingerie et c'est pour ça qu'en fait, je veux accompagner les femmes. C'est pour ça qu'on a créé la marque. C'est de voir qu'on peut impacter les femmes quotidiennement, qu'elles peuvent, en fait, avoir une meilleure ressenti en elles-mêmes, rien que d'être dans une jolie culotte qui est bien fabriquée, qui est éthique et qui est confortable. Et évidemment, le parure total. Donc, les pop-up, du coup, pour revenir à ta question. Pardon. non. Revenir à ta question. Euh, Comment ça a été reçu? C'était génial parce que pour le coup, c'était la première. En fait, évidemment, on a beaucoup de clientes qui viennent, qui disent on connaît pas du tout la marque. C'est normal, on vient de se lancer. On explique la marque, on explique l'ADN, on donne des petites flyers avec une explication, avec le QR code pour le site. Le but, évidemment, étant d'avoir la visibilité, la notoriété, de commencer à en parler de nous, que les femmes qui ont bien aimé la marque, elles en parlent autour d'elles, pardon, et d'avoir quelques premières clientes aussi sur place. Donc, c'est vraiment un moment extrêmement gratifiant et extrêmement intense parce qu'on essaye de parler avec le plus de personnes possible et on essaie aussi, évidemment, de faire essayer des femmes qui souhaitent essayer en cabine avec nous et qui partent du coup avec leurs culottes, avec leurs brassières, avec la parure. Donc c'est un moment assez chouette. Et pour le premier pop-up que vous aviez fait, vous étiez pas trop stressé? Si, toujours un peu de stress avec toutes les nouveautés des choses qu'on va faire. Mais en soi, moi, je suis pas hyper commerciale de base. C'est pas ma formation, mais j'apprends sur le terrain. Mais je suis sociale, donc ça va. Je suis pas quelqu'un de timide non plus. De toute façon, je pense que tu vois bien que j'aime bien parler. On a cette chance. Donc ça m'a pas fait plus peur que ça. Je pense que là où j'étais un peu plus stressée, c'était quand on faisait des pop-up dans des grands magasins.
parce que justement, c'est une autre fonctionnement. C'est de comprendre comment ça fonctionne dans le magasin ou de ne pas se perdre dans le magasin, dans les behind back office et tout ça. Et d'aborder les clientes dans les grands magasins, c'est parfois plus difficile que les clientes en pop-up. Parce que la cliente en pop-up, elle sait que c'est souvent des jeunes créateurs et que du coup, elle est plus apte à savoir que les personnes vont venir lui parler. Alors que dans les grands magasins, en fait, les personnes sont un peu plus je fais mon shopping, laissez-moi tranquille, voilà, m'emmerdez pas, pour dire des choses franchement. Et du coup, en fait, il faut une subtilité, une façon d'aborder les personnes qui ne les gêne pas et qui n'est pas mal reçue. Donc, c'était de trouver un peu Le juste milieu. l'équilibre-là, exactement, ce juste milieu-là, qui me stressait un peu plus. Aujourd'hui, on a quand même un peu plus d'aisance, on va dire, là-dessus, parce qu'on connaît évidemment par cœur notre marque, et aussi des choses qui peuvent plus ou moins fonctionner pour aborder des personnes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, dont tu aurais aimé parler? Ouh là là, mais il y a plein de choses. Il va falloir que tu reviennes. C'est terrible. Ouais, non, mais c'est terrible. Il y a mille trucs à se dire, clairement. Non, en vrai, pour Bot, enfin, je pense qu'une chose que je trouve très importante aussi vis-à-vis de notre parcours, c'est que du coup, déjà, je mentionnais un petit peu du fait on se lançait avec une crowdfunding. Donc, et j'ai aussi mentionné le fait que le textile, c'est une industrie très gourmande en trésorerie. Donc, ça, pour le coup, on essaye depuis notre lancement de trouver des financements pour continuer, évidemment. Ça reste quelque chose, ça reste le nerf de la guerre, comme on dit. Et pour faire ça, on a commencé avec une prêt de notre banque, donc on a pitché une banque avec notre projet pour qu'ils nous suivent. Et ensuite, derrière, on a fait une crowdfunding sur Ulule pour notre première campagne, pour notre première collection, pour le coup, pour financer la production. Donc, on a fait des préventes là-dessus. Et au fur et à mesure des années, on a dû trouver des astuces pour avoir des financements pour continuer des collections. Donc, on a refait un crowdfunding justement l'année dernière. On a aussi eu un subvention de la BPI avec le French Touch. En fait, c'est petit à petit, on arrive à se faire grandir et on arrive à avoir des financements différents, que ce soit des aides de la France. Alors, c'est difficile aussi à y accéder pour ces aides-là parce que nous, on se retrouve entre deux parce qu'on soutient le Made in France, mais ils considèrent qu'on n'est pas forcément innovative malgré le fait qu'on est quand même éco-responsable et qu'on a en fait, pour nous, enfin pour les femmes en vrai, c'est quand même une innovation d'avoir de la lingerie qui a la synergie de fabrication française, éco-responsabilité, confort et style. Donc c'est quand même une innovation, mais je comprends que c'est pas le tech. Donc en fait, c'est un segment qui est un peu plus compliqué de trouver des financements, pour être franche. Et du coup, aujourd'hui, on commence, du coup, au bout de 3 ans et demi de commercialisation, là, on a décidé cet été qu'on va lever des fonds pour vraiment pouvoir faire un énorme impact et de pouvoir grandir, euh, grandir plus, tout simplement, et plus vite. Donc là, on commence, c'est vraiment le début. On a peaufiné notre deck. J'ai encore un call justement avec une autre mentor cet après-midi pour re-regarder le deck. On va être sûr que tout est nickel. Et là, on va commencer à attaquer, commencer à parler avec les investisseurs et essayer de tirer de l'intérêt justement pour cette première levée de fonds. Okay. Donc, si quelqu'un nous écoute, ils peuvent potentiellement contribuer à financer Bot. Tout à fait. Est-ce que vous communiquez sur le montant que vous recherchez? Alors, pour le moment, on n'a pas encore communiqué là-dessus. Et je pense que on n'est pas forcément fermé là-dessus, mais on n'a pas encore statué. Donc, pour le moment, je vais pas l'annoncer. En tout cas, ce qui est plus ou moins sûr, c'est que on va certainement faire un levée dans 2 temps. Donc ça, je peux communiquer pour chercher un plus petite somme au début, justement pour, en fait, pour qu'on puisse, nous, notre objectif, c'est de doubler notre CA. Avec plus de financement, évidemment, on va pouvoir faire
de communication sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Pinterest, de faire plus de pop-up, de faire vraiment des publicités dans le métro. Et ça va nous permettre d'avoir une visibilité qui nous manque aujourd'hui, malheureusement, pour grandir et pour attirer des nouvelles clientes. Et dans une deuxième temps, voilà, une fois qu'on aura réussi notre première levée, de repartir dans le levée pour avoir une somme plus conséquente. Si ça te va, on peut terminer sur les questions de la fin. Est-ce que, donc autour du beau et de la beauté, est-ce qu'il y a un quartier de Paris ou une ville que tu trouves particulièrement belle? Alors, oui, beau et la beauté. Alors Paris, déjà, j'adore. De toute façon, sinon, ça fait pas 13 ans que j'habite ici. Moi, mon quartier que je trouve vraiment charmant à Paris, c'est autour de Canal, à côté entre Jacques Bonsergent et Goncourt. De marcher, j'ai vécu 6 ans dans ce quartier justement, et je trouve que c'est tellement charmant de pouvoir se balader au bord de canal avec les petits magasins, les petits cafés, les petites boulangeries. Il y a beaucoup justement des magasins avec les bonnes valeurs aussi. Donc c'est tout à fait dans le charme, on va dire, mais pas le charme à la Paris comme on connaît, mais le charme à la parisienne comme des résidents le connaissent, comme des Parisiennes le connaissent. Est-ce qu'il y a un objet lié à la mode ou non que tu trouves particulièrement beau à chaque fois que tu le vois et qui... Moi, je suis fan des mannequins de couture. Et je trouve que de toute façon, c'est une base de mon travail aussi. Et je trouve qu'il y a un allure quand on voit un stockman. C'est comme magnifique parce que ça raconte une histoire. Parce qu'on sait que c'est une base de travail, qu'on sait que derrière lui, par exemple, le mien, je l'ai acheté sur le Bon Coin, c'était en deuxième main. Aujourd'hui, il a bien vécu. Moi, j'ai dû même faire des petites réparations, rembourrage, des choses comme ça. Donc, il a plein de petits points de suture partout et ça se voit qu'il a eu une longue, belle vie et que beaucoup de choses ont été fabriquées sur lui, y compris la robe de mariage de ma sœur que je lui ai faite à la main. Donc, en fait, c'est toutes les petites histoires en fait, qui racontent la vie de ces mannequins de couture. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, un feed Instagram ou Pinterest ou un livre ou un film que tu as trouvé aussi particulièrement beau ou à nous recommander? Alors, oui, j'en ai de tout. J'en ai de tout. Je vais peut-être pas ouvrir sur toutes les catégories. Moi, sur un livre alors, par contre, je sais pas si en effet ça existe en France. Un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre j'aime beaucoup la poésie de manière générale, parce que je trouve que justement ça a une subtilité, une façon une expression qui est riche et créative. Et du coup, ma sœur, elle m'a offert un livre qui s'appelle Salt, donc comme le sel. Et c'est un livre de poésie créé par une femme. Et en fait, c'est le livre lui-même, déjà, il est joli. C'est un livre blanche avec un tout petit contour noir et c'est juste écrit Salt en noir. Et ensuite, dans le livre, c'est très blanc, c'est très épuré. Il y a juste les petits textes sur chaque page. Donc, en fait, je trouve que tout est harmonieux sur ce livre-là et c'est assez inspirant du fait de justement rechercher le minimalisme. Comme je parlais tout à l'heure de notre triangle dans la lingerie, parfois, il ne faut pas en trop rajouter, mais il faut que ça soit les bonnes proportions, les bons coupes, les bons points, justement de la bonne qualité. Et c'est pareil sur ce livre-là. Elle savait quand elle a créé ce livre-là qu'en fait, elle n'avait pas besoin de plus de texte par page, de juste laisser respirer ce petit poème et ce petit prose par page. Donc je trouve ça magnifique comme livre. Après, j'en ai plein d'autres que je peux donner aussi, mais... On les mettra en description. Si tu veux nous les envoyer, on mettra ça en description. Et dernière question, si tu avais le pouvoir d'embellir tout ce que tu voulais, qu'est-ce que tu aimerais embellir qui aujourd'hui n'est pas aussi beau que ce que tu souhaiterais? C'est une très bonne question. Et encore, ma réponse, j'ai envie de répondre 1000 choses. J'ai envie de répondre la vie de manière générale, dans le sens où en fait, comme je disais, je suis optimiste, mais je suis aussi quelqu'un qui qui aime beaucoup partager, que ce soit l'amour, que ce soit rigoler, que ce soit parler, la discussion, les vêtements, le tout.
Et je trouve que justement, tous ces astuces-là, que ce soit de matériel, de non matériel, c'est une façon d'embellir la vie. Alors après, je trouve que moi particulièrement, je trouve que ma vie est très embellie. Je trouve que de manière générale, les gens, ils manquent cette embellishment pour leur vie. Et je trouve ça triste finalement de voir le nombre de personnes qui oublient d'embellir leur propre vie, qui oublient en fait, qui sont peut-être trop focus dans le moment de travail, travail, travail ou métro, métro, métro. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée à Paris aussi. Les gens sont froids, ils sourient pas. Et pour moi, c'est une sorte de manque, tout simplement, de cette notion d'embellir son propre vie. C'est parfait pour la fin. Daniel, du coup, bah, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange. C'était un vrai plaisir. J'ai hâte de voir la suite de Bot. Donc, vous pouvez retrouver les produits de Bot donc, qu'on a mentionnés sur Liseré Rouge et sur le site de Bot, bien sûr. Bah, n'hésitez pas à nous dire le prochain invité que vous souhaiteriez qu'on reçoive et à vous abonner si ça vous a plu. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Vincent. À C'était bientôt. super. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.